l'année dernière. C'est des rendez-vous hebdomadaires qu'on avait proposés du coup pour la reprise des opérations archéologiques dans le Rhône l'année dernière et qu'on repropose cette année du coup pour la mission On the Rhône Again. Voilà, donc on proposera tous les jeudis à partir de ce soir sur les 4 semaines de fouilles, donc ce jeudi et les 4, 11 et 18 juillet à 18h30. Pour une petite heure du coup conviviale sur la péniche, qu'on remercie aussi de nous accueillir au frais, à l'ombre, avec une citronnade. Et du coup pour ce soir on est avec Sabrina Marlier, archéologue plongeuse au Musée Bleu, et qui va nous présenter un petit peu du coup ce qui va se passer cette année. On a des visuels à faire passer pendant la petite heure avec laquelle on sera ensemble. N'hésitez pas à vous les faire passer, à les regarder, etc. Par contre on va les récupérer à la fin parce que ça reste de la documentation scientifique, voilà, qui n'est pas encore entièrement diffusée. Donc vous avez aussi un peu une entrée VIP ce soir sur certaines photos et documents. Et par contre, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça et je ferai passer un micro dans le public pour que tout le monde puisse entendre vos questions. Voilà. Merci et bonne soirée. Merci Camille. Bonsoir à tous. Bienvenue donc sur la péniche et pour ce moment d'échange. Donc Camille vient de vous dire à la fin, n'hésitez pas à poser des questions à la fin. Moi j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à poser des questions aussi pendant le temps d'échange parce qu'on est peu nombreux et que c'est beaucoup plus convivial. On n'est pas en mode conférence. Donc n'hésitez pas si vous avez une question pendant ma présentation. Donc On the Rhône Again, c'est le titre qu'on avait trouvé l'année dernière quand on est revenu dans le Rhône après 9 ans d'absence. Je referai un petit topo sur la mission de l'année dernière. Et donc là cette année, c'est un peu On the Rhône Again, puisque c'est la deuxième année de reprise des fouilles dans le Rhône après 9 ans d'interruption. Donc on a accueilli l'équipe lundi au musée. Cette année, on est une grosse équipe. On est à peu près une équipe de 14. Donc une équipe musée départemental Arlentique. Nous sommes 3 archéologues, donc David Jaoui, Alain Genot et moi-même. Une restauratrice conservatrice, Marie-Laure Courboulès. Les opérations se déroulent en codirection avec Pierre Poveda, qui est archéologue naval, ingénieur de recherche au CNRS, le centre Camille Julien, qui est le partenaire de l'opération, et qui met également à notre disposition un photographe qui s'appelle Lionel Roux, qui est par ailleurs arlésien. Les opérations archéologiques se déroulent également avec la collaboration du DRASM. Le DRASM, c'est le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, qui est un service du ministère de la Culture délocalisé à Marseille et qui a en charge tous les patrimoines sous-marins qui se trouvent dans les eaux territoriales françaises et qui met à notre disposition un chef d'opération hyperbare, c'est-à-dire un plongeur, un chef plongeur qui a en charge la sécurité des plongées et qui nous met également à disposition des moyens techniques, notamment un Zodiac. L'opération se déroule également en partenariat avec l'INRAP, qui est l'établissement public pour les recherches en archéologie préventive, donc avec la présence d'un archéologue qui s'appelle Alex Sabastia. Et donc ça, c'est le noyau de l'équipe de l'année dernière. Et cette année, s'ajoute à notre équipe des collaborateurs d'une société privée qui s'appelle Ipso Facto, qui a une antenne délocalisée à Arles, donc avec la présence d'un géo-archéologue qui a la charge de faire des carottages. Je reviendrai sur les objectifs de ces carottages et également la collaboration d'une archéodendrologue qui a la charge de prélever des échantillons de bois sur une épave qu'on doit étudier et de les analyser. On a également la chance cette année d'avoir la collaboration du Musée national de la Marine à Paris, avec la présence pendant 2 semaines de la chef du service conservation, Louise Contant, qui interviendra 2 semaines à nos côtés. Et on accueille également des stagiaires, une stagiaire en archéologie, donc Julie qui est ici, qui est une jeune étudiante en archéologie. Également, on a un autre stagiaire d'un master d'archéologie maritime de l'université d'Aix et également une bénévole qui a fait ce parcours en archéologie maritime. Donc une grosse équipe parce que cette année, on a 2 opérations qui doivent se dérouler dans le Rhône.
Mais avant de vous expliquer ces deux opérations et leurs objectifs, je vais revenir sur je vais refaire un petit bilan de l'année dernière, puisque je vous l'ai dit, l'année dernière, on est revenu dans le Rhône après 9 années d'interruption. Si pour les Arlésiens qui s'en souviennent, en 2011, on a eu la grosse opération de fouille et relevage de l'épave Arles-Rhône 3, qui se trouvait en amont en fait de la voie rapide, qu'on a renfloué, qu'on a fouillé, renfloué et qui est exposé depuis 2013 dans une extension du musée départemental Arlentique. Suite à cette opération, en 2014, on est retourné dans le Rhône pour étudier, fouiller une autre épave d'un même type de bateau. Arles-Rhône 3, c'est un chaland, c'est-à-dire un bateau à fond plat qui correspond à nos péniches actuelles et qui était destiné à naviguer uniquement sur le Rhône. Donc on a refait une année pour une petite fouille et depuis 2014, plus rien. Plus rien pourquoi ? Parce que en 2011, en plus de la sortie du chaland, on a sorti des milliers et des milliers d'objets qui étaient enfouis dans les couches qui correspondent à ce que nous, les archéologues, on appelle le dépotoir portuaire. C'est-à-dire pendant la période romaine, le port d'Arles était un port extrêmement actif et dynamique, avec un passage de bateaux à la remontée et à la descente pour des échanges commerciaux très importants. Et on retrouve dans le Rhône les vestiges de tout ce qui correspond à cette activité économique. C'est-à-dire que les amphores qui étaient arrivés à destination et qui étaient vidés de leur contenu, les contenus ce sont le vin, l'huile de poisson, l'huile et les sauces de poisson, qui étaient souvent retransvasés dans d'autres contenus pour être retransportés soit par les voies romaines, la route, ou alors par le fleuve, mais dans d'autres contenants, eh bien les amphores qui étaient vidées étaient rarement réemployées et elles étaient jetées dans le Rhône. C'est pour ça qu'on retrouve des milliers d'amphores dans le Rhône. Tout ce qu'on appelle également vases marchandises, donc les céramiques qui étaient destinées à la revente, eh bien si les caisses de céramique qui étaient ébréchées à l'arrivée, on jetait les caisses en fait dans le Rhône. En 2011, on a retrouvé des dizaines de parois fines empilées les unes dans les autres, parfaitement intactes. Donc on n'avait plus la caisse qui a dû disparaître. Là, les gobelets n'étaient pas ébréchés ni abîmés. Et là, on pense à une erreur de manutention. Donc on retrouve ça dans le Rhône. On retrouve tout ce qui est les reflets des échanges économiques. Ça peut être également des contenants en verre. On va retrouver également tout ce qui correspond à l'activité artisanale du fleuve. On sait et on a les vestiges dans le Rhône des activités de boucher qui étaient installés sur les bords du Rhône. Et donc on retrouve dans le fleuve énormément de déchets de carcasses d'animaux qui ont été débités et qu'on retrouve dans le Rhône. Pour la petite anecdote, et ceux qui ne le savent pas, on a pu, grâce aux analyses qu'on a faites sur le chaland Arles-Rhône 3, qui transportait un chargement de pierre lors de son dernier voyage, on a pu montrer que le bateau, à un moment donné, a transporté des animaux vivants. On retrouve en fait dans les éléments d'étanchéité des champignons qui se fixent sur les déjections d'herbivores, moutons ou brebis. Et on a également dans les couches stratigraphiques de l'époque romaine directement ces déjections animales conservées. Et on a les débits donc, de carcasses d'animaux. Donc on a vraiment là, on va dire, une image de l'économie locale avec un bateau qui transporte des pierres à la descente, qui au retour de Camargue charge des brebis ou des moutons pour l'alimentation de la ville, arrive sur les bords du Rhône, les animaux stationnent un peu, on a les déjections animales et ensuite ces animaux sont pris en charge par les bouchers et on a du coup ces rejets. Donc on trouve ces rejets donc, de l'activité des bouchers. On trouve également dans le Rhône ce qui correspond à l'habitat. Donc on va retrouver des fragments de mosaïque, des fragments d'enduit peint, des fragments de mortier, des tuiles. Et on va retrouver également tout ce qui concerne des objets perdus. Ça peut être des bijoux, des bagues, ça peut être des monnaies, des sandales, des chaussures, des armes. On a retrouvé un glaive, on a retrouvé un casque. Et puis ça va être aussi, j'ai oublié, dans les activités, on retrouve
retrouve également de nombreuses épingles à cheveux et de nombreux peignes qui correspondent sans doute au rejet d'un collecteur qui était peut-être en connexion avec des thermes. Donc voilà tout ce qui constitue ce dépotoir portuaire qui s'étalonne entre le 1er siècle de notre ère et le 4e siècle de notre ère, sachant que la période 1er siècle, le port est installé beaucoup plus en aval, et plus on remonte dans le temps, enfin plus on remonte, plus on avance dans le temps jusqu'au 4e siècle, et plus l'activité du port en fait se restreint et arrive sur cette zone du Rhône. Ça veut dire que la période florissante de l'activité du port, on est sur le 1er siècle, fin du 1er siècle, et plus on va avancer dans le temps, et plus le port va se restreindre. Et au Moyen-Âge, on n'a plus rien, on n'a pas de vestiges en fait au Moyen-Âge. Donc je disais qu'en 2011, grande activité de fouilles, et on a sorti des milliers d'objets, et ces milliers d'objets, il a fallu les étudier, et il y a encore beaucoup d'objets qui sont en train d'étudier, et puis surtout les conserver. Ce que vous avez dans le musée, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il faut avoir un petit peu en tête en termes de chiffres qu'on a à peu près 3000 objets d'exposés dans les collections permanentes, et que dans les réserves, j'arrive pas à faire le calcul. Voilà, c'est 8%, puisqu'on a à peu près plus de 30 000 objets dans les réserves. Et donc ces objets, il faut les conserver, il faut de la place pour les conserver. Et jusqu'à il y a 2 ans, les réserves, une grande partie des réserves du musée, c'était sous le sous-sol. C'était le vide sanitaire du musée, ce qui n'était pas du tout prévu pour ça au départ. Donc il y a des réserves externalisées qui ont été construites. Il a fallu déménager tous ces objets. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de capacité, on va dire, à absorber des nouveaux objets qui sortent. Je dis un peu plus parce que ces réserves, elles sont déjà engorgées, et on pense déjà à construire d'autres réserves pour absorber les autres objets qui vont sortir. Donc, entre les études, la place, du coup, pendant 9 ans, on n'a pas fouillé, et il y a 2 ans, sous l'impulsion de notre élu à l'archéologie, qui s'appelle Jean-Marc Perrin, au département, et qui était très favorable et très pressé à ce qu'on retourne dans le Rhône, eh bien, il a accompagné cette reprise des opérations dans le Rhône, avec également, on va dire, des facilités administratives et aussi un budget. Et donc l'année dernière, on est retourné dans le Rhône. Et l'année dernière, on s'est dit, mais en fait, pendant des années, nous, on a fait des fouilles d'épaves qu'on connaissait. L'année dernière, on ne savait pas trop sur quoi repartir. Donc on s'est dit, on va faire une année 0, état des lieux, et on va retourner sur des épaves qui ont été découvertes il y a des années dans le Rhône, expertisées, mais jamais entièrement fouillées. Pour reprendre un petit historique dans le Rhône, les premières opérations dans le Rhône ont commencé il y a 30 ans, sous la direction de Luc Long, qui était conservateur en chef au Drasme, donc qui dépendait du ministère de la Culture, et qui pendant des années a fait des opérations de carte archéologique, qui consistaient à expertiser des sites et à mieux en comprendre on va dire la nature de ces sites, mais qui n'avaient pas forcément vocation à faire des fouilles. Donc il a pu découvrir toutes les épaves qu'on connaît dans le Rhône. Ce sont ces équipes qui les ont découvertes. Donc ces épaves, elles portent des noms de code archéologiques, Arles-Rhône 1, 2, 3, etc. par ordre de découverte. Donc vous avez ici une carte, on va pouvoir vous faire passer les petits livrets, où on voit en fait que ces épaves, elles sont essentiellement en rive gauche, en rive droite, pardon, là où on se trouve. Il y a une seule épave qui est proche de la rive gauche, c'est l'épave Arles-Rhône 24 qui est en face et qui est pas très loin du chenal. Donc si toutes ces épaves sont ici, c'est parce que l'activité du port commercial de la cité à l'époque romaine s'étend surtout en rive droite. Donc ce qu'on retrouve comme épave, ce sont des bateaux qui étaient soit amarrés ou soit qui arrivaient au port et qui ont fait naufrage, comme Arles-Rhône 3 qui transportait cette cargaison de pierres, et ces autres épaves n'ont pas forcément de cargaison. Elles ont pu être déchargées avant de couler. Donc parmi ces épaves, il y en avait 5 qui nous intéressaient particulièrement.
Donc elles sont, je ne sais pas si elles sont entourées ici. Ce sont les numéros 7, 8, 13, 14 et 15. Elles nous intéressaient parce que on savait que du point de vue scientifique, il s'agissait d'épaves de bateaux différents sur lesquels je vais revenir, et elles n'ont jamais été fouillées. Donc on était intéressé l'année dernière par les relocaliser, faire un constat d'état. Donc voilà. Ouais, donc la 15, on va en reparler tout à l'heure, elle se situe juste en face du musée. La 7 et 8, on n'est pas très loin du pont de Trinquetail, proche du pont de Ah oui, 7 et 8, proche du pont de l'autoroute là-bas. Et la 13 et 14, pas très loin du pont de Trinquetail. Et donc je vais reparler des types de bateaux. Donc l'année dernière, on a voulu les retrouver pour on avait deux objectifs sous l'eau. C'était de faire un constat d'état sanitaire, c'est-à-dire dans quel état elles sont. Est-ce qu'elles sont encore en place ou est-ce que le courant les a emportées? Est-ce qu'elles sont fragilisées? Est-ce qu'il y a une urgence à intervenir sur une de ces épaves avant qu'elles ne disparaissent? Et c'était également d'en faire une expertise scientifique, de reprendre l'étude architecturale et puis du dépotoir l'entourant pour que à la fin de l'opération, on ait, on va dire, les idées claires et de se dire, eh ben ok, qu'est-ce qu'on met en place comme programme de recherche scientifique pour la dizaine d'années à venir. Et donc l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. On a retrouvé ces 5 épaves, on a pu en faire un constat d'état et on a les idées très claires. Et c'est pour ça que cette année, on a une opération avec deux opérations avec des objectifs scientifiques très clairs. Alors, on va revenir sur quoi déjà? Eh bien, si, on va aller sur les épaves. Alors, donc les épaves, je vous ai dit, on a recherché 5 épaves, on les a retrouvées toutes les 5. Il y en a une à laquelle on n'a pas touché, c'est la numéro 8, parce qu'elle était profondément enfouie. Il y avait quelques éléments qui apparaissaient, mais du coup on n'y a pas touché. On a préféré intervenir sur les 4 épaves pour lesquelles il y avait du bois qui apparaissait, et on a élargi, en fait, on a ouvert ce qu'on appelle des lumières pour pouvoir faire ces constats d'état et ces expertises. Donc on a une première épave, la numéro 7, qui recouvre, qui superpose la numéro 8 et qui correspond par rapport au rapport d'opération qu'on avait pu voir de Luclon à la même épave que la numéro 8. Donc la numéro 7, on a pu la suivre sur un flanc, sur une quinzaine de mètres de longueur, et on a ici la partie arrière. Alors, du point de vue du constat d'état sanitaire, on a pu voir que il y a toute une partie qui était encore présente il y a 10 ans qui a été arrachée, emportée par le courant, donc fragilisée. Donc on a fait ce constat d'état, on a ouvert, on a documenté, et à la fin de l'opération, comme pour les autres épaves, on a recouvert par du tissu géotextile, remis par-dessus des sacs de sable et des pierres pour faire en sorte de protéger le bois. Cette épave, comme la numéro 14 qui est ici, donc ici vous avez un flanc et une partie de l'arrière, ici vous avez le bateau vu du dessus avec le banc de mât, donc là où passait le mât à l'origine. Ces deux épaves correspondent à un même type, ce sont des bateaux à fond plat, des allèges un peu type fluvial, mais complètement différentes d'Arleron 3. Arleron 3, on a un bateau fluvial avec une construction type, ce qu'on appelle romano-celtique, avec des assemblages avec des clous en fer. Ici, pas du tout. On a une construction type méditerranéenne avec des assemblages par Tenon et Mortaise, mais pas de quilles. Donc des bateaux qui n'étaient pas capables de naviguer en mer, mais on imagine des allèges qui faisaient les allers-retours entre Arles et les avant-ports maritimes, à Fos-sur-Mer et au Sainte-Marie-de-la-Mer, pour aller récupérer les cargaisons des très gros bateaux de mer qui ne pouvaient pas pénétrer dans le delta et arriver à Arles. Pour vous donner une petite idée, à l'époque romaine, les Romains, qui étaient des très bons constructeurs de navires, savaient construire des bateaux qui mesuraient... Les plus gros bateaux pouvaient mesurer jusqu'à 40-45 mètres de longueur et contenir jusqu'à 10 000 amphores. Donc c'était des bateaux très gros, très lourds, qui étaient incapables de rentrer dans le delta et d'arriver jusqu'ici. Donc ces bateaux s'arrêtaient aux avant-ports maritimes, Fos-sur-Mer, les Sainte-Marie-de-la-Mer, déchargeaient les cargaisons qui étaient stockées pour un temps dans des hangars ou rechargées directement sur des allèges qui assuraient les navettes entre le port maritime et Arles. On parle de complexe portuaire.
Arles et les avant-ports forment un complexe portuaire qui, du point de vue économique, est important. C'est aussi important quasiment que l'était le complexe Rome aussi, pour vous donner une idée à l'époque romaine. En revanche, les bateaux de mer les plus petits, 20 mètres de longueur avec un enfoncement pas très important, pouvaient arriver jusqu'à Arles. C'est le cas de ce bateau, Arles-Rhône 13, qui correspond à un bateau avec une quille à fond pincé et qui se retrouve aujourd'hui dans le port d'Arles. Donc pas de rupture de charge, les bateaux arrivaient jusqu'ici. Et le dernier type de bateau qu'on a découvert, Arles-Rhône 15, qui correspond à une petite barque, petite chaloupe de moins de 5 mètres de longueur et sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Donc on va parler un petit peu des conditions d'intervention dans le Rhône. Donc les conditions d'intervention, vous en avez une idée. Une visibilité très mauvaise, la problématique du courant, et vous savez qu'on plonge avec des casques, non pas pour faire de la spéléo et se protéger la tête, mais pour porter des lumières et pour pouvoir effectivement, ça c'est une photo de l'année dernière, pouvoir intervenir dans le Rhône. Donc à l'issue de l'opération de l'année dernière, eh bien, on s'est décidé, on a dit la première opération, si on revient sur les épaves, on va commencer par intervenir sur Arles-Rhône 15, parce qu'Arles-Rhône 15, c'est donc une petite barque, je le disais, de moins de 5 mètres, et sur laquelle on s'est dit qu'en une opération, on arriverait à faire toute la fouille, la documentation. Et surtout, c'est une épave donc, qui se trouve juste en face du musée, au niveau des ducs d'Albe. Les ducs d'Albe, c'est ces pieux d'appontement où viennent s'amarrer les péniches. L'épave est entre les ducs d'Albe et la berge, donc a priori protégée, sauf que l'année dernière, quand on fouillait et qu'il y avait des gros bateaux qui passaient à proximité, ça fait des gros remous. Donc on a peur que cette épave disparaisse. Donc on s'est dit on va commencer par là, une campagne, et ensuite on passera à d'autres épaves. Donc on est au niveau des ducs d'Albe, le musée est en face, vous avez une petite bouée ici qui marque la position de l'épave, on est dans 4 mètres de profondeur. Donc l'épave elle est très intéressante, on va montrer... Donc ici vous avez, ah oui, une chose aussi à vous dire, vous avez ici ce qu'on appelle une photogrammétrie, donc c'est pas une photo de l'épave, ce sont des milliers de photos qui ont été prises et qui ensuite moulinées dans un logiciel permettent de restituer cette vue globale et qui permet surtout pour nous après de faire des mesures, de faire des plans, des sections et donc de travailler sur les plans de l'épave. L'année dernière, en fait, ça a été un des grands succès de l'opération, c'était la réussite de ces photogrammétries. C'est toutes les vues que vous avez vues sur les épaves, c'est des photogrammétries. Il y a 13 ans de ça, quand on travaillait sur Arles-Rhône 3, en 2011, on a essayé de faire des photogrammétries, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas parce que donc, la visibilité, elle est très limitée, avec beaucoup de sédiments en suspension. Et il y a 10 ans de ça, les capteurs des appareils photo et des caissons n'étaient pas assez performants. Donc l'année dernière, c'était vraiment un des objectifs de voir, on pensait que ça pouvait fonctionner et ça a réussi. Et donc pour nous, ça ouvre des perspectives du point de vue scientifique extrêmement importantes, parce que ça va nous permettre d'accélérer, de faire une documentation plus complète, plus juste, et d'engranger beaucoup plus de données en moins de temps. Et puis ça ouvre aussi des perspectives du point de vue de la médiation et de la valorisation, parce qu'un jour, on espère que grâce à un casque en réalité virtuelle, on pourra vous faire plonger dans le Rhône à la découverte des épaves, et vous pourrez un peu mieux éprouver, on va dire, les conditions de travail dans le Rhône. Donc l'année dernière, tout ce qui est noir, c'est ce qu'on n'a pas fouillé. Donc on a fouillé une extrémité avec un tableau qui ferme le bateau, je vais revenir dessus, un flanc, et 4,70 m plus loin, l'autre partie de l'épave. Donc cette extrémité-là, elle est un peu fracturée, sinon elle est très bien conservée. Elle est recouverte par une argile très épaisse, une couche d'argile grasse très épaisse, et qui du coup protège très bien le bois. Donc ce type de bateau, qui est fermée par un tableau, elle est datée du 1er siècle et on connaît très bien ce type de bateau par l'iconographie romaine. On a pas mal de représentations, notamment sur des mosaïques. Vous voyez ici le dessin de la mosaïque, avec ici sur une mosaïque d'Altiburus qui se trouve en Tunisie, qui représente plein de bateaux avec des noms. Nous, on appelle ça un catalogue de bateaux, qui nous apprend que ce type de bateau, ça s'appelle une aureia.
On le voit ici avec le tableau, sauf que on ne sait pas très bien à quoi ça correspond une oreilla. On a des représentations, on voit des scènes de pêche, donc petits bateaux de pêche, mais ça peut être aussi l'annexe d'un très grand bateau maritime, et puis ça peut être aussi dans les ports un bateau de servitude portuaire. Du point de vue des vestiges archéologiques, on a retrouvé ce type de bateau à Naples, à Toulon, à terre, en fait, dans des parties de ports qui sont aujourd'hui hors d'eau, mais aucun de ces bateaux n'est complet. Ici, avec la fouille du coup de cette épave, on espère avoir plus de vestiges et des réponses à ces questions concernant la fonction. Donc ça, c'est la première opération de cette année, fouille programmée de l'épave, fouille complète avec la documentation et la photogrammétrie. Et avec l'intervention, je vous le disais, de notre collègue d'ipso facto Alba, qui est archéodendrologue, qui va faire des prélèvements sur chaque pièce du bateau, qui va les analyser pour déterminer les essences de bois, essayer de trouver de quel massif forestier proviennent ces essences de bois pour nous permettre de savoir si le bateau a été construit dans la région, bateau de pêche, bateau de servitude, ou ailleurs, et à ce moment-là, ça pourrait être effectivement un bateau, une annexe d'un plus gros bateau, donc à voir. Elle va aussi faire des études, essayer de faire des datations par la dendrochronologie, par l'étude des cernes. Pour l'instant, le bateau, il est daté par radiocarbone et par l'étude d'une petite céramique découverte. Il n'y a pas de chargement sur le bateau, mais on a trouvé une petite céramique de parois fines de Bétique qui nous permet de dater le bateau du milieu du 1er siècle de notre ère. Donc on va essayer d'affiner ça. Et après, pour un peu mieux connaître l'environnement du bateau, on va faire des carottages dans le fond du Rhône, au niveau du bateau, entre le bateau et la berge, entre le bateau et le chenal, pour essayer de déterminer si le bateau a fait naufrage ou a été abandonné proche de la berge antique ou plus loin, pour essayer de reconstituer son environnement. Donc ça, c'est la première opération. La deuxième opération, donc cette opération, elle est sous la responsabilité scientifique de Pierre Poveda, donc qui est au CNRS, en codirection avec David Jaoui et moi-même du musée. La deuxième opération qu'on a demandée, ces opérations, on dépose la demande auprès du service régional de l'archéologie qui gère les eaux intérieures et qui, par l'intermédiaire c'est le préfet qui autorise les opérations par l'intermédiaire du conservateur régional de l'archéologie. La deuxième opération, c'est une opération de prospection, sondage, qui doit avoir lieu aussi dans cette zone des Ducs d'Albe, en face du musée et aussi devant le musée, pour essayer de découvrir d'autres vestiges du dépotoir, d'autres épaves. On sait qu'on en a. Dans la zone des Ducs d'Albe, on a d'autres vestiges d'épaves découpées ou en cours de découpe. Et Luc Long interprète cette zone comme peut-être le chantier naval de la ville d'Arles à l'époque romaine. Moi, j'ai plutôt tendance à voir ici un cimetière de bateaux, parce qu'Arles-le-Rhône 5, c'est un bateau abandonné en fin de vie. Celui-ci, on ne sait pas. Et les autres bateaux en découpe, ça peut faire penser aussi à des éléments de bois récupérés pour d'autres constructions. Donc il faut qu'on étudie en fait cette zone. On a très peu de mobilier, ce qui veut dire qu'effectivement, on n'est pas dans la zone portuaire. On est un peu à l'écart. Moi, j'ai en tête, je ne sais pas si vous voyez, quand on longe l'étang de Berre, on a à un moment donné un cimetière de bateaux qui pourrit, qui est abandonné. J'ai un peu cette image, donc à voir il faut continuer à travailler là-dessus pour mieux comprendre l'organisation du port à l'époque romaine. Donc on a ces deux opérations qui sont autorisées par le conservateur régional de l'archéologie. Sauf que, si on vous montre les deux vues en vis-à-vis, ça c'est la vue de l'année dernière. Et là, vous pouvez regarder ici, c'est cette année. Donc, depuis lundi, en fait, on n'est pas dans le Rhône, c'est pas possible. On ne peut pas intervenir parce qu'il y a trop de courant. Le Rhône est trop haut et le Rhône est trop boueux. Donc c'est trop dangereux. Et même si on intervenait, en fait, on ne verrait rien. Pour vous donner une idée, en termes de sécurité, donc on est soumis à la législation du travail, qui est très stricte, en milieu hyperbare. Et on ne peut pas travailler, nous les archéologues, on a estimé, de par notre expérience, qu'au-delà de 1200 mètres cubes secondes, c'est trop dangereux. L'année dernière, on a travaillé, le Rhône était entre 500 et 900 mètres cubes secondes. Vous voyez ici, c'est vraiment un plan d'eau. La visibilité, là, c'est pas en surface, c'est sous l'eau. On voit à travers. On voit même ici les vestiges d'une épave, d'une autre
autres épaves qui apparaissent. Donc les conditions étaient géniales. Le seul bémol de l'année dernière, c'est qu'il faisait tellement chaud que l'eau était à 27 degrés en surface, au fond à 25, et que du coup c'était de l'eau stagnante et on a tous eu des otites. Donc on est tous tombés un peu comme des mouches les uns après les autres, mais il n'empêche qu'on a pu hyper bien travailler. En termes de visibilité, l'eau était verdâtre parce qu'il y a le phénomène de photosynthèse. Donc c'était pas idéal, mais on a pu super bien travailler. Cette année, pour l'instant, on ne peut même pas intervenir. Là, pour vous donner une idée, le Rhône est à 2300 mètres cubes seconde. Donc on regarde tout le temps la météo, et quand on regarde la météo, on ne la regarde pas à Arles. On la regarde à Lyon, à Valence, dans la Durance, dans les Cévennes, parce que c'est tout ce qui va nous arriver quand ça tombe. Donc on pense que la semaine prochaine, a priori, on ne pourra pas non plus intervenir. Donc depuis lundi, on a accueilli l'équipe, on a exposé effectivement donc les objectifs, la méthodologie de travail, les conditions de travail, et on a démobilisé dès lundi une partie de l'équipe sur l'étang des Aulnes, sur une autre opération de prospection à la recherche d'un avion de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, j'en dirai pas plus parce que l'opération est en cours, mais ça nous a permis du coup de redéployer l'équipe. Donc on sait que la semaine prochaine, on sera toujours sur l'étang des Aulnes et le Rhône ne sera pas accessible. Donc on espère que dans 3 semaines, on pourra intervenir. Sachant qu'une opération, ça ne se monte pas comme ça. C'est 6 mois de préparation, c'est des contraintes administratives, parce qu'on a des contraintes de marché public. On travaille, vous l'avez vu, avec de nombreux collaborateurs qui ont un agenda chargé. On emploie également des vacataires pour travailler avec nous sur des périodes déterminées, ce qui veut dire qu'au 19 juillet, c'est terminé. On ne pourra pas prolonger, en tout cas dans la saison de l'été. En revanche, début novembre, on sait qu'on retourne sur l'étang des Aulnes. On va voir si on peut essayer de recaler 2 semaines d'opération. Mais après, on sait qu'en novembre, généralement, c'est pas bon. Sauf que généralement, au mois de juin et juillet, le Rhône est bon. Mais là, on subit vraiment les conséquences du dérèglement climatique. Vous avez vu que ce printemps, on a eu 3 ou 4 crues entre mars et avril. D'habitude, notre fenêtre de plongée, c'est entre début juin et mi-octobre. Avec, effectivement, il peut y avoir des aléas, mais on sait que généralement, c'est praticable. Là, on n'a plus de repères. Donc du coup on se dit on peut bien essayer de caler une opération à l'automne et on verra peut-être que le Rhône sera accueillant. Donc voilà pour les objectifs. Non, mais je crois que j'ai fait le tour. Je pense que un des objectifs aussi avec donc la prospection et les sondages, c'est ce que je vous disais, toujours en parallèle de la fouille des épaves. Vous avez compris je vous ai expliqué qu'on a différents types d'épaves, bateaux maritimes, allèges, chalands, barques. Luc, il y a des années, une vingtaine d'années, avait même trouvé une brêle de radeau. Ça veut dire que on a un corpus de navires datés entre le 1er et 4e siècle de notre ère exceptionnel, et que l'étude de ces épaves, ça nous apporte une mine d'informations vraiment incroyable sur la navigation et les bateaux à l'époque romaine. Et en parallèle, on travaille toujours sur le dépotoir. Donc vous avez ici en coupe le chaland Arles-Rhône 3 avec les couches du dépotoir, avec la quantité pour vous donner une idée de la densité du mobilier archéologique qu'on voit également ici. Donc en parallèle, on travaille toujours sur ces 2 aspects. Donc j'espère que dans les prochains Archéotchatch, on pourra vous donner des informations sur l'avancée de nos travaux. Donc pour l'instant, on est attentif au Rhône qui s'écoule. Au niveau des ducs d'Albe, le courant est un peu moins fort, mais en tout cas, avec cette visibilité, c'est absolument pas possible de travailler. Donc voilà, donc on peut si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut maintenant échanger. Pas de questions ? Ça marche.
comment est-ce que vous étudiez la stratigraphie sous l'eau ? Bonne question. C'est en fait, par exemple, sur Arles-Rhône 3, c'est pas évident, justement à cause de la visibilité ou de vraiment sentir. En fait, sur Arles-Rhône 3, on a décidé de travailler par unité stratigraphique dès qu'on sentait un petit changement. Donc, on sait qu'il y a un côté un peu artificiel, on va dire, pour nommer ces différentes US, mais on a quand même fonctionné comme ça pour savoir d'où provenait chaque objet et après essayer de voir s'il y avait une logique. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, par exemple, on arrive à faire la différence. Je disais sur Arles-Rhône la 15, on a une grosse couche d'argile qui recouvre. Et au-dessus, c'est des sédiments un peu plus, on va dire, volatiles. Donc on arrive quand même à faire un peu de la différence entre ces éléments. Et après, on va effectivement nommer des US de façon artificielle. C'est pas aussi différent qu'en archéologie terrestre. Non, et c'est plus compliqué et c'est un peu plus subtil effectivement. Parce qu'en gros, on pourrait dire argile et voilà, sédiments fluviatiles. Donc avec Arles-Rhône 3, on a mis en place cette méthodologie aussi d'US artificielle, mais qui a fonctionné. D'autres questions ? N'hésitez pas, hein, on n'est pas très nombreux. Et on a le temps. Juste, vous avez les compétences pour passer du début du siècle à 1945 ou 1940 ? On a les compétences, on s'entoure des bonnes compétences en fait. On a les compétences du point de vue méthodologique, technique, on sait comment travailler et après pour l'étude on va s'entourer de chercheurs effectivement. Non, c'est clair qu'on est au musée, on n'est que des spécialistes de l'époque romaine. Donc on va chercher effectivement les compétences à l'extérieur. Oui, le responsable de l'opération sur l'étang des zones, les deux responsables, c'est David Jaoui et Alain Genot. Donc c'est eux qui vous en diront un peu plus sur l'opération et les résultats. Peut-être la semaine prochaine. On verra. Est-ce qu'il y a... Vous m'entendez ? Est-ce qu'il y a en parallèle des fouilles à terre en ce moment ? En ce moment, non. Alors c'est un peu la même histoire. Ce que j'ai raconté avec Arles-Rhône 3, on avait sorti tellement de matériel qu'après, il fallait l'étudier. Et c'est un peu pareil en terrestre. En fait, nous, on est sorti de l'eau en 2000. On a fait l'extension du musée, on l'a inauguré en 2013. Et les collègues terrestres ont commencé à travailler à Trinquetail sur le site de la verrerie. Et c'est là où ils ont trouvé les magnifiques enduits peints. Ils ont travaillé jusqu'en 2017. C'est ça. Et en fait, depuis, ils sont dans l'étude et le remontage. Donc voilà. Par contre, il y a un projet de reprise de dossiers sur les vestiges du cirque antique. Déjà, la reprise de la documentation qui est énorme parce que c'est un site qui a été fouillé dans les années 80 préalablement. Enfin, le site, il est immense, il fait 500 mètres de long. Donc c'est simplement des sondages qui ont été faits préalablement à la construction du musée qui se trouve construit sur l'extrémité du cirque. Donc l'objectif, c'est de reprendre déjà la documentation et il y a des milliers de caisses d'objets archéologiques et d'amphores qu'il faut étudier et puis de reprendre aussi dans les années à venir des sondages pour pouvoir un peu compléter l'étude et tout ça, ça se fait aussi avec un programme de valorisation qui se fait avec la médiation pour communiquer sur ce monument. Mais il y a énormément de choses à faire en fait. Pendant très longtemps, il y a eu pas mal de ce qu'on appelle des fouilles de sauvetage qui intervenaient en urgence. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est ce qu'on appelle l'archéologie préventive, préalablement à des travaux. Sauf que nous, au musée, on ne fait pas de préventif. On n'est pas habilité pour ça. On ne fait que du programmé. Ça veut dire que toutes les interventions qu'on fait sur le terrain répondent à des objectifs scientifiques. Pour le site de la verrerie, je peux compléter un petit peu. Du coup, c'est Marie-Pierre Roté au musée qui est responsable de l'opération et qui en ce moment, du coup, gère tout le rassemblement des études annexes, en plus du remontage des peintures qui s'est achevé l'année dernière, dont elle a fait plusieurs petites conférences que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du musée, qu'on espère exposer au musée un jour, mais c'est pas prévu tout de suite vu qu'on a un pigment, le cinabre, qui est connu pour noircir et qu'on n'a pas encore trouvé de solution pour pouvoir l'exposer en toute tranquillité au musée, qui a
a une muséographie très axée sur l'entrée de la lumière quand même dans nos collections. Mais en ce moment, elle se charge plutôt du coup de gérer des études avec de nombreux spécialistes là aussi sur les études paléo-environnementales pour reconstituer un petit peu l'environnement de cette maison, savoir si c'était une maison isolée dans un quartier, surtout de ce côté-là de la rive à cette période-là au 1er siècle avant Jésus-Christ, où on a beaucoup moins de connaissances là-dessus, de reconstituer le jardin qui était annexe à la maison avec les différentes plantes qui ont été retrouvées dans le puits de la maison, de la harpiste, et au niveau des céramiques de la réouverture de sites anciens, effectivement on a des amphores qui ont été trouvées à la maison de la harpiste, et il y a peut-être des envies, en tout cas des possibilités, ça c'est à voir, de réouvrir, faire des sondages dans des sites anciens sur le cimetière de Trinquetail, sur d'autres sites pour pouvoir confirmer les hypothèses de l'aménagement de cette rive-là au 1er siècle avant. Et en termes d'agenda, pour ceux qui ne le savent pas, généralement en janvier, l'association Arelat, qui organise des conférences chez nous au musée, organise chaque année en janvier une conférence bilan sur les opérations archéologiques de l'année passée. Donc à chaque fois on intervient pour le côté subaquatique, terrestre ou les études en cours. Ça permet de faire un rendez-vous, un point annuel. C'est un des 2 derniers jeudis de janvier, souvent. Jeudi soir à 18h dans l'auditorium du musée. Et sinon, après, on a les dates des journées de l'archéologie, du coup, le 3e week-end de juin, où là, il y a eu des interventions pour expliquer un petit peu l'actualité des sites autant terrestres que subaquatiques. Et prochainement, les journées du patrimoine, où là, il n'y aura pas forcément de reprise un peu bilan de la maison de la harpiste. Par contre, vous aurez des visites de l'atelier de restauration-conservation qui travaille aussi sur le sujet. Voilà. Alors la question c'était la profondeur des épaves. En rive droite, les épaves, elles sont toutes entre 4 et 8 mètres de profondeur et assez proches de la berge. En revanche, celle qui est en face, là, la numéro 24, vous pouvez la voir située sur le livret, elle n'est pas très loin du Méjean, elle est à 15 mètres de profondeur. Donc là, on s'approche du chenal puisque le chenal descend jusqu'à 20 mètres. Alors nous, archéologues, on intervient en bouteille, à l'air, et en revanche, on travaille, alors en 2011, on a travaillé avec des scaphandriers qui, eux, étaient au narguilé. De l'autre côté de la rive, Oui. côté musée, oui, où il y a rien parce que vous n'avez pas trouvé d'épave. Alors justement, devant le musée, il y a des prospections qui sont prévues également cette année. Ouais. Donc après, il y a un diagnostic qui a été fait par l'INRAP au niveau des chantiers, au niveau du quartier, des chantiers de réparation navale vers Bariol, et ils ont quasiment rien trouvé. Donc là, on voudrait remonter un peu vers le musée pour voir effectivement comparer entre rive droite et rive gauche. Après, si on trouve, il n'y a pas grand-chose non plus en rive gauche. Alors déjà parce qu'effectivement, on pense que toute l'activité, là, on a le centre de la vie politique, économique, politique, religieuse de la ville, et il faut de la place pour le port, et dans tous les cas tout ce qu'on trouve dans le fond de l'eau témoigne de l'activité du port de ce côté-là. Mais là aussi au 19e siècle, avec l'aménagement des quais, il y a des gros blocs qui ont été aussi jetés dans l'eau et qui et en fait l'éventuel dépotoir portuaire est pas accessible. Côté musée aussi, on a les aménagements tout simplement de la rive qui ont pu éventuellement faire disparaître des vestiges, la construction du pont de l'autoroute. Avant, c'était une écluse qui était à ce niveau-là, l'écluse de la Roquette, qui a été remplacée par l'écluse de Bariol dans les années 60. Donc il y a eu ces aménagements-là qui ont pu perturber les vestiges qui pouvaient éventuellement s'y trouver. Okay. Une dernière question peut-être, si vous voulez ? On a le temps encore. Hein. Sinon, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, la semaine suivante et la semaine d'après encore, à la même heure, au même endroit, au frais qu'aujourd'hui, on espère aussi. Et après,
Enfin, il y aura d'autres personnes. On essaye de faire tourner un petit peu l'équipe pour justement avoir d'autres entrées sur les opérations. Donc là, cette semaine, c'était Sabrina. La semaine prochaine, peut-être, je garantis rien, on parlera peut-être de l'étang des zones, de voir ce qui s'y passe. Et sinon, pareil, on verra ce qu'on vous présente. On essaie de changer de thématique un petit peu à chaque fois, vu que dans l'équipe, on a des photographes aussi. L'année dernière, on avait fait une entrée un peu artistique, documentaire, de savoir comment ça se passait sous l'eau, entre les équipements, les outils, les difficultés de prendre des photos sous l'eau, la photogrammétrie, etc. Et du coup, en parlant de ça, je vous conseille une très belle expo qui sera présentée dans le cadre des rencontres photos, juste au Méjean, par Nicolas Floch, qui était artiste en résidence avec nous l'année dernière et qui a fait une présentation sur la péniche et qui travaille depuis quelques années sur la couleur de l'eau. Et c'est vraiment étonnant parce qu'il prend des photos effectivement de la couleur de l'eau entre, on va dire, en amont d'une embouchure d'un fleuve jusqu'à sa sortie en mer. Et là, ce qu'il va présenter, donc avec nous, il travaille sur le Rhône, mais ce qu'il présente cette année dans le cadre des rencontres, c'est le Mississippi. Et c'est vraiment étonnant. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous conseille vraiment d'aller voir cette expo. Et en actualité, on a Benoît Poinard aussi qui aura un article dans l'Arlésienne la semaine prochaine, il me semble. Ah, sur son activité sur le canoë, parce que c'est un scaphandrier qui fait du canoë maintenant. Voilà. Voilà. Merci à vous d'être venus. Et puis pensez à nous en regardant le Rhône. Vous demanderez, en tout cas, si vous voyez de l'activité avec un zodiaque au niveau des ducs d'Albe, c'est qu'on arrive à plonger. Voilà. Merci et à la semaine prochaine pour celles et ceux qui seront là.